Pour comprendre, pour réfléchir, pour éclairer un petit peu différemment ce que nous vivons en ce moment, nous donnons régulièrement la parole aux chercheurs de l'Université de Franche-Comté et nous n'hésitons pas à faire parfois quelques pas de côté ou à convoquer des disciplines étonnantes ou inattendues. Aujourd'hui, nous allons parler de droit, le droit international, comment et depuis quand ce droit international est organisé pour faire face à ce genre de pandémie mondiale. Nous allons en parler avec Hélène de Potter. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes enseignante et chercheuse dans le Centre de recherche juridique de l'Université de Franche-Comté et vous avez publié un livre forcément d'actualité aujourd'hui. Vous l'avez publié en 2015, Le droit international face aux pandémies vers un système de sécurité sanitaire collective. On peut peut-être commencer par l'aspect historique. Est-ce que ça fait longtemps donc que les pays s'organisent, se rencontrent pour faire face à ce genre de problème comme celui que nous connaissons aujourd'hui? Oui, ça commence à faire un certain temps. Les premiers réels efforts de coopération internationale en matière de lutte contre les maladies infectieuses remontent au milieu du XIXe siècle. À cette époque, un ministre français avait chargé Monsieur Ségur-Dupeyron de rédiger un rapport sur les divers régimes sanitaires en vigueur autour de la Méditerranée. Et Monsieur Ségur-Dupeyron avait fait observer que l'importation de la peste en Europe était directement liée au commerce et aux relations commerciales entretenues avec l'extérieur. Pour autant, Ségur-Dupeyron faisait observer que les États de la Méditerranée ne sont pas prêts à mettre fin à leurs relations commerciales et qu'ils préfèrent donc poursuivre leurs relations commerciales tout en se protégeant, en adoptant des mesures sanitaires. Et Ségur-Dupeyron montre que ces mesures sanitaires sont un peu anarchiques, sont arbitraires, sont excessives, sont peu adaptées et qu'au final, elles coûtent assez cher. Ségur-Dupeyron a donc suggéré la conclusion d'un accord à l'échelle de la Méditerranée pour harmoniser les mesures sanitaires qui seraient appliquées par les États afin de parvenir à ce qu'il appelle un droit sanitaire commun. C'était le point de départ de notre actuel règlement sanitaire international qui a été adopté en 2005. Oui, c'est ça, puisqu'il existe toujours, du coup, ce règlement sanitaire international. Peut-être qu'on le connaît pas très bien. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? À son article 2, il indique qu'il a pour objet de prévenir la propagation internationale des maladies infectieuses, de s'en protéger et d'y réagir, mais de façon proportionnée, c'est-à-dire d'une façon qui évite les entraves inutiles au commerce et aux transports internationaux. Donc cette logique qu'on avait au XIXe siècle existe toujours aujourd'hui. Ce texte est un instrument universel. C'est assez remarquable, il lie l'intégralité des États de la planète. Le premier engagement, c'est un engagement qui vise à obtenir un minimum sanitaire universel. L'idée, c'est d'éviter le maillon faible, d'être certain que tous les États parviennent à surveiller leur territoire pour pouvoir à tout moment être capable de détecter la survenance de cas de maladies infectieuses qui pourraient poser un problème de propagation internationale. Donc c'est extrêmement exigeant, certains États n'ont pas les moyens. Et la deuxième obligation, c'est une obligation de transparence. Les États doivent notifier à l'OMS les événements qui sont potentiellement des urgences de santé publique de portée internationale.